Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo qui concerne le logiciel DaVinci Resolve. Alors, comme d'habitude, je vais lancer DaVinci Resolve la version gratuite et pas DaVinci Resolve la version studio, parce que peut-être que tu n'as pas l'argent pour l'acheter, ou bien que tu découvres et tu n'as pas l'utilité pour l'instant de passer sur la version studio. Et voilà, on démarre avec la version gratuite. Dans des vidéos précédentes, on avait vu ensemble, je t'ai présenté le logiciel. Et puis, on avait fait ensemble aussi quelques petits exemples par la pratique. Cette vidéo-là va me servir de prétexte. Là, tu vois la version finale. On va prendre les rushs de la face caméra. On va prendre la partie Windows et la partie micro. On va monter ça ensemble dans des vidéos qui vont suivre. Et dans cette vidéo, je vais simplement te refaire un récapitulatif de DaVinci Resolve. La dernière fois, nous avions vu le template, nous avions vu un exemple avec différentes vidéos. Je reprends l'exemple. Tout ça pour te dire que DaVinci Resolve, c'est un petit peu une usine à gaz. Ici, là, j'ai mes disques durs personnels. C'est pour ça que tu les vois en version floutée, parce que je n'ai pas envie de les montrer pour des questions de confidentialité. Ici, tu peux venir les activer ou les désactiver. Pour ma part, je ne l'active pas parce que je ne m'en sers pas. Comme tu l'as vu dans une vidéo précédente, j'importe directement mes médias dans la partie montage. Je les prends, je les fais glisser, déposer dans la timeline du montage. Et ici, dans la partie médias, je vais à ce moment-là structurer mes médias. Je trie mes rushs dans un répertoire que j'appelle le rush. Et dans une partie construction, c'est là que je fais la construction de ma vidéo, de la vidéo que tu es en train de voir. Je trie mes vidéos selon certains critères. Une timeline qui consiste à synchroniser l'audio de la vidéo, un petit peu comme fonctionnait à l'époque le cinéma. À l'époque du cinéma muet, il n'y avait pas de son. Petit à petit, le cinéma est devenu parlant. Il fallait synchroniser la vidéo, l'image avec l'audio. Et on filmait avec une caméra et on enregistrait avec un enregistreur externe. Et on se servait d'un fameux clap que tu peux voir au cinéma. Et pour ma part, je fais un clap. Un clap simple et basique à la main qu'on peut retrouver ici, qui correspond à un clap et à un pic sur une onde de forme qu'on peut voir à l'écran. Et ça nous permet, ça, à l'œil, de pouvoir synchroniser l'image et le son avec une précision à l'image près. Dans cette partie média, je vais y revenir, on va faire le template au fur et à mesure, comme je le disais. La partie cut, lors de la présentation, j'en ai un petit peu parlé, je ne vais pas savoir bien te la présenter parce que je ne m'en sers pas, je ne l'utilise pas. Ce que nous avions fait, c'est que nous l'avions désactivé. La partie montage, celle-là, on l'a déjà vue dans différentes vidéos qui sont des mises en pratique par l'exemple. Et on va le faire par la suite, on va faire le montage de la vidéo. La synchronisation de l'image, le cadrage de la caméra, le cadrage de la partie Windows, des plans d'insert pour ajouter des petites vignettes comme ça par exemple. La partie Fusion, je ne te l'ai pas présentée parce que c'est une partie qui est très très complexe. En résumé, ça correspond à la version After Effects de Premiere Pro. À l'origine, le logiciel Fusion et la partie Fairlight, c'était deux logiciels qui étaient indépendants. On avait DaVinci Resolve, on avait le logiciel Fusion et le logiciel Fairlight qui étaient tous les deux indépendants. Puis Fusion a été intégré à DaVinci Resolve. J'en reviens à Fusion, c'est l'équivalent de After Effects. À la différence près que After Effects, c'est plutôt un logiciel 3D isoplanaire. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de la vraie 3D, il fait plutôt de la 3D en perspective, de l'isométrique. After Effects crée un environnement 3D dans lequel il va intégrer des parties en 2D. Je vais essayer de te mettre des images ici pour te l'illustrer. Il crée un environnement en 3D et il va mettre des calques en 2D dans cet environnement 3D pour simuler une perspective, comme le faisait à l'époque le cinéma, comme toujours le fait le cinéma traditionnel, avec des cellulos pour te donner l'illusion de la perspective. Typiquement, le petit moulin de Walt Disney et la poursuite de Blanche-Neige, qui est très connue, justement pour ces différents layers empilés les uns sur les autres, qui te donnent l'illusion de la perspective, de la profondeur de champ. La différence, justement, avec Fusion, c'est que Fusion ne fait pas de la 3D isométrique ou de la perspective, il fait de la 3D volumétrique, c'est-à-dire qu'il fait du volume dans lequel tu peux mettre un gaz, par exemple, et le gaz va se diffuser dans le volume, à l'inverse d'After Effects, où tu auras une vidéo en 2D d'un gaz que tu auras en perspective. On peut voir ça aussi avec les Chevaliers du Zodiac. JDG en parle justement, où on a simplement un calque de profondeur qui est un petit peu dégueulasse au lieu d'avoir un gaz en volume. Bref, Fusion, c'est un gros bout et il y a justement des formations qui sont faites pour ça. Donc, je ne vais pas en parler, c'est beaucoup trop complexe. Hop, on va le désactiver. La partie étalonnage, dans les vidéos précédentes, je t'ai montré des étalonnages pour l'exemple. Ce n'est pas des étalonnages qu'il faut faire. On verra la puissance de cet étalonnage. Ça permet, par exemple, là, tu as le mur rouge derrière moi, puis tu as un bout de bleu ici. Eh bien, grâce à l'étalonnage, on peut modifier les couleurs, on peut mettre des luttes, on peut masquer des choses, on peut masquer la fenêtre derrière si on veut, on peut faire des faux fonds verts, on peut faire plein de choses très sympathiques. Et là-dessus aussi, l'étalonnage, c'est un métier à part.
Et je te l'ai déjà montré, on a des grandes consoles d'étalonnage qui coûtent 10, 20, 30 000 euros. Et c'est un métier, c'est plusieurs métiers à part parce que justement, quand tu fais de l'étalonnage, tu as aussi des écrans qui valent 5, 6 000 euros et qui coûtent très très cher pour avoir une image parfaite. Bref, nous, on va faire un petit peu d'étalonnage un petit peu simple. Ben, le truc le plus simple, c'est d'abord une feuille blanche pour avoir la couleur des blancs, la balance des blancs, comme on appelle. Tu n'es pas obligé d'avoir une mire d'étalonnage, par exemple, comme celle-là, avec de l'autre côté les noirs, les blancs et différents gris. Une simple feuille blanche suffit. Ça, une feuille blanche, on en a tous, une feuille A4, et le blanc, c'est le même blanc pour toutes les feuilles que tu peux trouver dans le commerce, et ça permet justement de faire le blanc. Ce blanc-là de cette feuille-là correspond à ce blanc-là que tu as là, il correspond au blanc que tu as là, et il correspond aussi au blanc de nos yeux, et du coup, ça nous permet d'avoir un blanc de référence, qui est le blanc un petit peu pour tout le monde, et du coup, la Damascus Gold sait que ça, c'est la couleur blanche, et à partir de là, tu vas pouvoir travailler ton étalonnage. Bref, comme pour Fusion, il y a des formations complètes sur lesquelles tu peux travailler, et ce sont des métiers à part, et donc on ne va pas trop en parler. La partie Fairlight, comme la partie étalonnage, on a aussi des grosses consoles qui permettent de faire du mixage audio de cinéma. Alors pour être honnête, je ne pense pas que l'industrie du cinéma utilise le Fairlight, peut-être pour des budgets pas très élevés, mais c'est plutôt, je pense, à mon avis, pour des séries télé, pour du Netflix ou pour la télévision, ou des reportages. Mais pour le cinéma, il y a vraiment un métier à part d'ingénieur, et on utilise d'autres outils que Fairlight pour faire ça. Quoi qu'il en soit, Fairlight, avec un bon ingénieur du son et puis une bonne table de mixage, ça fait très bien le boulot. Tu peux faire quelque chose de très présentable pour un festival de cinéma, par exemple, pour un premier court-métrage ou même pour un long-métrage. Tu as des trucs très honorables qui peuvent être faits avec Fairlight. Et on arrive à la dernière partie qui est l'exportation, qui va nous permettre d'exporter nos vidéos. Comme tu le vois ici, il y a un pré-réglage pour YouTube que tu connais. On a aussi des réglages pour Vimeo, une plateforme qui est un peu moins connue, qui est un petit peu plus professionnelle, soi-disant, en tout cas plus artistique. Il y a Twitter, bon voilà, le réseau du mal. Dropbox, qui lui permet plutôt de faire du travail collaboratif, si tu travailles avec des collègues, ou avec un monteur, ou avec un étalonneur, ou que tu fais un projet collaboratif. Dropbox te permet de partager tes rushs, audio, vidéo, de partager tes timelines, de partager pas mal de choses. Ensuite, tu as aussi différentes choses pour exporter tes projets vers Final Cut Pro, Premiere Pro, etc. Bref, pour ma part, je ne vais pas utiliser ça. Moi, je vais faire l'encodage en H265 et je vais te montrer comment j'encode en H265 pour YouTube. Je fais deux encodages différents. Je fais un encodage pour YouTube et un encodage pour moi, pour de l'archivage, pour de la conservation, et ce n'est pas tout à fait les mêmes encodages. Je te montrerai les encodages que j'utilise. Je te les donnerai tels quels et je t'expliquerai dans une vidéo à part pourquoi je mets ces paramètres-là pour l'encodage de YouTube et pour l'encodage personnel. Bref, voilà, cette vidéo est suffisamment longue, donc tu penses à t'abonner et activer la cloche. Cette vidéo-là, comme je l'ai dit et je me répète, va me servir de prétexte pour faire des vidéos suivantes. Puisque tu vois le montage final, eh bien, on va faire ensemble l'importation de la caméra, du micro et du Windows pour faire ce montage de cette vidéo et on va travailler dessus ensemble petit à petit sur différentes vidéos. Abonner, ça j'ai déjà dit. Activer la cloche, j'ai déjà dit. Eh bien, n'oublie pas, quand une idée est bonne, elle appartient à tout le monde. Merci. Au revoir.